Bonsoir à toutes et à tous. Merci, un grand merci pour nous rejoindre et bienvenue à cette webconférence qui porte ce soir le thème des traitements du myélome et de leurs effets. Nous sommes très heureux, Sophie Delmer, le docteur Alexis Talbot qui va nous rejoindre dans quelques instants et moi-même, de vous accueillir lors de cette webconférence. Je vois que le docteur Alexis Talbot vient de se connecter et nous sommes très heureux de l'accueillir à nouveau et d'en profiter pour le remercier de sa fidélité. Et puis également et surtout parce que, et il vous l'expliquera tout à l'heure, le docteur Alexis Talbot eh bien, a effectué un déménagement, si je puis m'exprimer ainsi, puisque de l'hôpital Saint-Louis à Paris, il nous parle à l'heure actuelle depuis San Francisco où il vient de s'installer. Voilà, donc je vois avec un énorme plaisir que vous êtes déjà nombreux à utiliser le chat. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce soir. Eh bien, vous pouvez utiliser cet onglet qui s'est ouvert tout simplement en entrant votre message dans le rectangle. Oh, je vois un foisonnement, un feu d'artifice de messages qui viennent de l'Essonne, des Alpes-Maritimes, de Rennes, de Fontainebleau, de Vendée, de Metz, etc. Alexis qui nous souhaite le bonsoir, encore en français, voilà. Et puis de Chartres, des Vosges. Voilà, vous utilisez le rectangle en bas où il est écrit « Entrez votre message » et puis ensuite vous appuyez sur… Eh bien, sur le bouton entrée, voilà, Dijon, Noisy-le-Grand, vous êtes très nombreux ce soir. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce sujet ô combien important, les traitements du myélome et leurs effets. Voilà. Alors, eh bien, la présentation, je l'ai faite en quelque sorte et elle se poursuivra puisque Sophie, donc, qui est à la fois patiente, représente l'association ce soir et Sophie, eh bien, nous a déjà fait le plaisir d'intervenir l'année dernière avec Karen Kreuter lors d'une webconférence sur les relations avec l'entourage et la manière aussi eh bien, d'accepter d'une certaine manière de travailler sur la résilience, etc. Voilà. Et puis, je vais vous donner dans un premier temps les actualités de cette 5e session du MOOC. Quelques chiffres importants, même s'ils ne s'affichent pas sur l'écran, c'est que vous êtes plus de 260 à nous avoir rejoints sur cette session. Vous savez qu'il y a 2 sessions par an, une session traditionnellement au mois d'octobre, celle-ci qui va s'achever, et j'en profite pour le dire, elle s'achève le 15 décembre. Donc, n'hésitez pas à avancer au fur et à mesure des étapes et à penser, s'il vous plaît, à valider l'ensemble des étapes, les unes après les autres, de manière à valider vos modules. Et nous avons constaté une très grande progression des commentaires. Ces commentaires, nous vous invitons à les poursuivre. Vous savez que vous avez des tuteurs qui sont vraiment là à votre disposition et qui sont les relais avec les différents experts qui, comme Alexis Talbot, ce soir, sont à votre disposition. Et nous avons eh bien, intégré un certain nombre des questions que vous avez posées lors du MOOC. Donc, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager entre vous, adressez-vous aux tuteurs, ils sont là, ils sont présents sur le pont, ils se relayent sans compter leur temps. Donc, j'en profite vraiment pour les remercier à nouveau. Donc, quasiment près de 1000 commentaires qui ont vraiment beaucoup progressé ces derniers temps. N'hésitez pas à faire connaissance, à vous présenter dans le MOOC si ce n'est déjà fait. Voilà. Donc, voilà les actualités du MOOC. Il y aura une 4e webconférence. Vous trouverez sur le site. Elle a lieu, pour mémoire, le 11 décembre à 18h et elle portera sur le thème des relations avec l'entourage, que ce soit les proches, que ce soit l'environnement professionnel, familial, bien sûr, etc. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole sans plus tarder à Alexis Talbot, dont vous voyez
en fait, à travers une pastille le visage. Vous aurez, et je l'espère, le son. Et c'est maintenant que nous allons le savoir, puisque Alexis, je vous passe la parole. Merci Hervé, bonsoir à tous. Hervé, Sophie, vous pouvez me confirmer que le son est bon? Il est excellent, merci. Bon. Donc c'est avec un très grand plaisir que je participe à cette cinquième session MOOC et pour moi c'est cette cinquième webconférence, cette fois-ci sur le traitement du myélome et ses effets secondaires. En introduction, je voudrais revenir sur le décalage de cette webconférence qui était initialement prévue le 14 novembre fréquentant les hôpitaux, vous devez savoir que le 14 novembre a été pour nous un moment très important. En tout cas, c'est un moment unique, voire historique, dans le sens où ce mouvement de grève a été suivi par l'ensemble de la communauté hospitalière, que ce soit médecins et à tous les niveaux, infirmières, aides-soignantes, kinés, enfin très large. Et c'est à titre personnel, la première fois que je jugeais de ce droit de grève, et donc ça ne me semblait pas opportun de faire cette webconférence le même jour que ce mouvement important. Et je vous rappelle, hein, l'objectif, ce n'est pas forcément de vouloir revaloriser nos salaires ou avoir plus de valorisation, mais c'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, une problématique de vision, de projet de l'hôpital dans son ensemble, qu'on doit tous ensemble réfléchir. Et voilà, au cours de mes quelques années, j'ai vu plusieurs de collègues et plusieurs situations assez difficilement acceptables. Et donc, je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut le plus possible sensibiliser l'ensemble de la communauté, enfin du public, pour que tous ensemble, professionnels de santé et patients, on puisse améliorer la situation au quotidien. Donc voilà, donc désolé de cette annulation de dernière minute, mais très content de le faire aujourd'hui depuis San Francisco. Donc moi, j'ai un parcours où j'ai été chef de clinique dans un service d'immuno et d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis, dans un service où on s'occupe en grande partie de patients atteints de myélome et d'autres gammopathies moléculaires au sens plus large. Et le projet que je fais actuellement, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une thèse de science, des travaux uniquement de recherche sur des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouveaux moyens thérapeutiques. Et je me permets de faire le teasing pour une prochaine webconférence en 2020 qui aura lieu sur les CAR T-cells. Mon projet de recherche vise à améliorer l'immunothérapie, à améliorer les CAR T-cells qui sont déjà disponibles. Et dernière précision en introduction, pour ce MOOC, j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur les 4 sessions précédentes dans le cadre d'un travail pédagogique, et je voudrais vraiment insister sur ce fait que c'est vraiment une occasion unique, à la fois pour nous, professionnels de santé, pour l'association de la F3M, et aussi pour vous, patients. Je ne connais pas beaucoup d'autres pathologies, notamment en hématologie, j'en connais aucune, qui a ce type de ressources, avec le MOOC, avec ces 6 semaines de parcours pédagogique sous différentes formes, et l'occasion d'avoir aussi des webconférences comme ça en direct, où chacun on peut échanger. C'est vraiment un cadre tout à fait différent que celui de la consultation, qui est assez chronométré pour une thématique bien précise. Là, le chronomètre est un peu plus large, et en tout cas, le rapport de force, si j'ose dire, est un peu différent, un peu comme au JNM, mais là encore, par la webconférence, on peut s'adresser à d'autres personnes qui ne sont pas forcément, qui ne se rendent pas forcément à la JNM. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et donc, je vais commencer maintenant sur la thématique d'aujourd'hui, sur les traitements du myélome. C'est un sujet vraiment qu'on peut reprendre tous les ans, voire tous les 6 mois, parce que c'est un monde qui est en perpétuelle amélioration, avancée, et on se pose des questions vraiment, pas tous les jours, mais vraiment tous les mois, tous les 2 mois, on peut actualiser nos données parce que via de nombreux essais thérapeutiques qui sont réalisés, notamment en France avec le travail incroyable que fait l'IFM, l'intergroupe francophone du myélome. C'est la société savante spécialisée dans le myélome en France. Elle est reconnue au niveau international et
bon nombre de ces participants ont relu et parfois rédigé le contenu que vous pouvez trouver dans le book. Donc, grâce à tous les essais qui existent, qui sont disponibles, dont beaucoup de centres en France ont la possibilité d'inclure des patients, grâce à tous ces travaux, bon, vous savez, les essais thérapeutiques, les protocoles, ça prend du temps, mais quand on a les résultats, ben, on peut les interpréter et permettre d'améliorer la prise en charge. Cette semaine, c'est une semaine importante pour l'hématologie, notamment dans le monde du myélome, puisqu'il y a ce gros congrès américain où tous les grands spécialistes se rendent une fois par an, où tous les résultats au niveau international sont présentés. Et donc, on va avoir la présentation des essais thérapeutiques de ces dernières années et on va pouvoir peut-être changer, améliorer un peu notre prise en charge. Les grandes questions qu'on doit se poser, souvent la porte d'entrée des patients qu'on peut voir en consultation ou en hospitalisation, c'est la découverte, qu'elle soit parfois fortuite ou secondaire à des symptômes, la découverte d'un pic monoclonal, d'une immunoglobine monoclonale. Il y aura aussi une webconférence entièrement dédiée à l'interprétation de l'électrophorèse des protéines sériques. Mais face à un pic monoclonal, on doit décider si il y a une indication à faire un traitement ou pas un traitement. La question qu'on doit se poser, on peut la formuler autrement, c'est est-ce que face à ce pic, le patient qu'on a en face de nous, est-ce qu'il a des symptômes en rapport avec ce pic ou est-ce qu'il n'a pas de symptômes? Si on caractérise la présence de symptômes, on proposera un traitement. Si le pic il est isolé, il faut faire uniquement une surveillance et regarder l'évolution du pic. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler là, je vois quelques messages avec des chiffres. C'est toujours très difficile pour nous de répondre à ces questions sans avoir bien sûr tous les éléments du dossier, mais les chiffres, ce n'est vraiment pas fondamental. Ce qui est le plus important, c'est l'évolution, c'est les cinétiques au cours du temps, c'est les variations au cours du temps. Mais un chiffre tout seul, ça vraiment, d'un patient à un autre, c'est vraiment très, très différent. Pour savoir si un patient est symptomatique ou pas symptomatique, on a certains critères. Il y a un acronyme assez simple qu'on appelle les critères CRAB, C-R-A-B, puisqu'on sait que ce pic monoclonal, ou quand il y a un myélome, il y a des anomalies cliniques ou biologiques qu'on peut retrouver, qui sont une augmentation du calcium dans le sang, une hypercalcémie. Souvent, quand il y a une atteinte osseuse, l'os est constitué en grande partie de calcium, et donc ce calcium, cette os qui est abîmée, il se déverse dans le sang, et donc on peut voir une augmentation du calcium. L'autre critère, c'est des atteintes rénales à forte quantité, soit de chaîne légère, soit d'immunoglobulines. Cette protéine peut se déposer dans les reins et grossièrement peut précipiter, en tout cas boucher les reins et entraîner une insuffisance rénale, mais peut aussi être détectée, donc c'est soit par l'augmentation d'un dosage sur la prise de sang assez classique qu'on appelle la créatinine, soit manifestée par la présence dans les urines de protéines, et donc on appelle ça une protéinurie. Les autres critères pour les symptômes sont l'anémie, la baisse de la production de globules rouges par la moelle osseuse. Vous savez que les éléments hématopoïétiques sont produits au sein de la moelle osseuse, et donc si on a une infiltration de certaines cellules dans le myélome, les plasmocytes, au sein de la moelle osseuse, on va avoir une production des autres cellules qui sera diminuée, et dans le myélome, c'est surtout l'anémie, la baisse des globules rouges. Cette anémie, elle peut se caractériser fréquemment par une fatigue, voire un essoufflement, une pâleur, jusqu'à faire des malaises. Et la dernière atteinte des symptômes de ce pic monoclonal, c'est souvent le plus important, sont des douleurs osseuses. Sauf que vous savez que le myélome, c'est une pathologie où la médiane d'âge au diagnostic, elle est autour de 65 ans, et à 65 ans, on peut avoir des douleurs osseuses, un pic monoclonal, sans qu'il y ait de rapport entre les deux. Et donc, dans tous les signes que j'ai cités précédemment, l'anémie, l'atteinte rénale, les problèmes du calcium et les problèmes osseux, il faudra une petite analyse, en tout cas une synthèse médicale pour essayer de faire le lien entre les deux, puisqu'on peut avoir, il y a 100 000 autres causes d'avoir une anémie, et bien sûr, on peut avoir des douleurs arthrosiques totalement différentes, avec aucun rapport que le pic monoclonal. Donc, il y a vraiment cette réflexion à se poser. Est-ce que le patient en face de moi a des symptômes? Est-ce que ces symptômes peuvent être reliés à cette immunoglobine monoclonale? Donc ça, généralement, avec quelques prises de sang, parfois des examens d'imagerie. On peut discuter, mais les imageries, elles ne sont pas
systématique s'il n'y a aucun symptôme. Bien sûr, s'il y a un symptôme osseux, s'il y a des douleurs osseuses, c'est important de faire des imageries. On pourra discuter de quel type d'imagerie, mais globalement, il faut une imagerie qu'on appelle du corps entier, que ce soit par un scanner, par une IRM ou un TEP scanner, pour bien analyser les lésions, parce que les lésions osseuses du myélome, elles sont assez spécifiques et on sait assez facilement les reconnaître et les détecter. Donc, avec des examens d'imagerie, des examens biologiques, des prises de sang, on est assez capable rapidement de savoir si oui ou non le patient a des symptômes. Et bien sûr, dans ces examens, si on pense qu'il y a des symptômes, on va compléter par la confirmation du diagnostic, par la réalisation d'un myélogramme, un examen au sein de la moelle osseuse, qui permet de confirmer le diagnostic en analysant le pourcentage d'infiltration pathologique de ces plasmocytes dans la moelle osseuse. Il y a des barrières chiffrées pour des définitions bien précises, et donc le myélome, c'est à partir de 10%, mais même ces chiffres-là, je vous dis, c'est pas fondamental. Si on définit que le patient a besoin, nécessite, a des indications à être traité, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est bien sûr comment on va le traiter, enfin, en tout cas, quel traitement on va proposer. Et là, il y a une dichotomie très, très particulière et qui est assez classique en hématologie, puisque depuis maintenant 30 ans, on connaît un certain type de traitement qu'on appelle une autogreffe. L'autogreffe, je vous rappelle, c'est la réalisation en fait d'une très forte dose d'une chimiothérapie, une chimiothérapie qui va totalement détériorer, en tout cas détruire la production de toutes les cellules hématopoïétiques au sens large, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et aussi les cellules tumorales. Ça, c'est le traitement le plus puissant qu'on connaît depuis 30 ans, mais c'est un traitement, grossièrement, qu'on dit lourd, puisqu'il nécessite une hospitalisation de 3 semaines à 1 mois avec des risques importants. Et donc, on sait que des patients avec des comorbidités, c'est-à-dire des troubles cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies hépatiques, ne peuvent pas forcément bien supporter ces traitements. En tout cas, le risque est plus important que le bénéfice. Donc, avec quelques examens aussi, encore une fois, on doit établir si le patient est éligible ou pas à ce type de traitement. On va partir sur le cas le plus simple. Si on estime que le patient a des indications à être traité et qu'il est éligible au traitement, à une autogreffe, dans ce cas-là, on parle d'un traitement de première ligne. Et là, en France, en 2019, les choses sont assez bien codifiées avec plusieurs protocoles qui ont été réalisés, notamment en France, où on associe plusieurs traitements. Et donc, les plus classiques, ce sont l'association d'un inhibiteur qu'on appelle du protéasome, qui est le Velcade, le bortezomib, qui se fait actuellement sous forme d'injection sous-cutanée, répétée. Selon les endroits de prise en charge, ça peut être fait soit à l'hôpital de jour, soit à domicile. Donc ça, c'est une première classe de médicaments très importante dans le myélome, associée à un immunomodulateur, et le plus classiquement utilisé maintenant, aujourd'hui, en 2019, c'est le Revlimid, le lénaludomide. Et enfin, on associe ces médicaments-là avec la dexaméthasone, la cortisone. Donc l'association du Velcade, du Revlimid et de la dexaméthasone, c'est le traitement classique proposé aux patients. Grossièrement, on dit entre hématologues jeunes ou pas jeunes, ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas pour nous, c'est jeune, c'est un patient qui est capable de recevoir une autogreffe, donc jusqu'à 65-70 ans. La barrière, bien sûr, d'un patient à l'autre peut tout à fait varier. Et c'est pas parce qu'on a plus de 70 ans qu'on n'est pas jeune et qu'on est vieux. Mais c'est dans nos définitions. On parle également aujourd'hui des effets secondaires. Dans les effets secondaires classiques, l'effet secondaire le plus impactant et le plus significativement clinique, c'est malheureusement la problématique des neuropathies périphériques. Le Velcade, c'est un médicament extrêmement efficace, extrêmement important dans le myélome, mais il a une toxicité neurologique très particulière où il engendre des engourdissements, des fourmillements, des paresthésies aux extrémités, puisque c'est longueur dépendant, et donc ça peut être le bout des doigts, le bout des mains. Mais si on n'arrête pas, ou si on ne réduit pas, ou si le dosage n'est pas réévalué, cette neuropathie peut s'aggraver et elle est extrêmement parfois rebelle et difficile à traiter. Et donc on a plusieurs classes de médicaments
pour traiter ces neuropathies avec des médicaments soit anticonvulsivants, soit antalgiques. Mais on sait que c'est des douleurs difficiles à traiter, donc il faut alerter rapidement son hématologue pour qu'on puisse diminuer les doses ou espacer ou intervenir dessus pour pas que la situation s'aggrave. Et ça, à mon sens, c'est un des effets secondaires les plus impactants dans le myélome. On essaye de faire différemment, mais c'est encore aujourd'hui le traitement de référence. Le deuxième médicament que j'ai cité, c'est le Revlimid. Donc ça, c'est des prises par voie orale quotidienne, qui a l'effet secondaire principal d'entraîner des cytopénies. Il fait baisser les cellules hématopoïétiques, et donc on peut avoir des anémies, des baisses des globules blancs, des baisses des plaquettes avec quelques manifestations. Encore une fois, avec le temps, on arrive assez bien à gérer ces effets secondaires. L'autre effet secondaire principal, c'est qu'il augmente le risque de faire des phlébites, des caillots de sang, des thromboses, et donc il faut systématiquement apporter fluidifier le sang par un anti-agrégant plaquettaire ou un anticoagulant. Il y a plusieurs sources de moyens pour fluidifier le sang. Et dans cette case de médicaments pour fluidifier le sang, il y a des nouvelles molécules qui sont disponibles depuis peu maintenant, par voie orale, pour éviter parfois une injection, une piqûre supplémentaire. Et pour les effets secondaires de la dexaméthasone, encore une fois, c'est un très vieux médicament utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc on connaît très bien les effets secondaires qui sont pas toujours facilement traitables. Il y a des règles qu'on appelle hygiéno-diététiques importantes à suivre. Dans le myélome, le traitement avec la cortisone sont souvent espacés dans le temps, que ce soit une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est pas en continu, donc on demande souvent aux patients d'être assez exigeants, en tout cas de faire attention les jours de la prise de la cortisone sur les apports en sel et en sucre, puisque la cortisone altère un peu le fonctionnement de ces métabolites, et donc engendre une augmentation du sucre dans le sang, avec un risque au long cours de développer un diabète si les règles ne sont pas forcément très bien suivies, et des risques de prise de poids et de prise d'œdème avec le sel. Donc, ça, c'est surtout vrai pour les jours où il y a la cortisone, et il y a les troubles aussi psychiques, de l'humeur. Je pense qu'on a tous connu les jours avec de la cortisone, des troubles de l'humeur, de l'irritation, une insomnie. Et donc ça, voilà, il faut discuter, on peut fractionner la dose, on peut la prendre très tôt le matin. Et ça, c'est important de trouver soi-même ses habitudes pour supporter. On essaye de développer des traitements du myélome sans cortisone. On essaye de le faire. Il y a probablement des essais là qui vont ouvrir prochainement. Mais ça reste quand même un excellent médicament au début de la maladie, au début de la prise en charge. Ça agit contre l'inflammation, ça agit contre les douleurs, ça améliore la fonction rénale et ça tue, ça casse les protéines. Donc c'est vraiment un médicament fondamental au début. Mais l'idée, c'est de l'arrêter au bout d'un certain temps pour éviter tous ces effets secondaires. Donc voilà, pour les sujets qui sont éligibles à l'autogreffe, le traitement classique, c'est l'association Velcade, Revlimid, dexaméthasone. Entre hématologues, on appelle ça le schéma VRD, et on fait des cycles d'induction. On répète les cycles entre 3 et 4, habituellement c'est 4 cycles avant l'autogreffe. Et donc, dans ce schéma d'induction, l'objectif principal, c'est de faire baisser le plus possible la protéine avant de faire la greffe de cellules souches. Quand vient la période de la greffe de cellules souches, il faut d'abord recueillir ces cellules souches, et donc ça, on fait ça par ce qu'on appelle une cytaphérèse. Et globalement, aujourd'hui, le meilleur moyen de recueillir les cellules souches, c'est de faire avant une forte chimiothérapie qu'on appelle une chimiothérapie de mobilisation. Il y a une sorte d'effet rebond, c'est-à-dire que quand la moelle osseuse, quand on lui imprime une forte dose de chimiothérapie, après les phases de cytopénie, il y a une sorte de rebond, et donc les globules, notamment les cellules souches hématopoïétiques, elles vont rapidement sortir de la moelle osseuse, encore plus si on les booste avec des facteurs de croissance. Et donc ces cellules de la moelle osseuse, avec cet effet rebond plus ces facteurs de croissance, vont passer de la moelle dans le sang, et donc dans le sang, on va être capable de recueillir ces cellules souches. Une fois qu'on a recueilli ces cellules souches, et qu'on a vu
au cours du schéma d'induction que le traitement avait été efficace avec une diminution du pic monoclonal ou des chaînes légères et qu'il n'y avait pas eu d'événements secondaires impactant la prise en charge, on peut réaliser l'autogreffe qui se passe donc lors d'une hospitalisation de 3 à 4 semaines dans un secteur souvent protégé. Et donc, le patient reçoit cette forte dose de chimiothérapie qui est le melphalan. Puis, 2 jours après, on décongèle les cellules souches et on les réadministre sous forme d'une perfusion au patient. Et ces cellules souches, très rapidement, elles vont se souvenir qu'en étant dans le sang, c'est pas leur environnement habituel et qu'il faut retourner dans la moelle osseuse. Puis, une fois dans la moelle osseuse, refabriquer des cellules normales pour refaire des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et donc, c'est cette période-là qu'on attend, qu'on appelle la sortie d'aplasie. C'est ce qu'on attend pour laisser le patient rentrer à son domicile. Et pendant cette période, c'est des risques de faire surtout des infections à des bactéries qui nécessitent cette hospitalisation. Une fois qu'on a fait cette autogreffe, on laisse bien sûr la période nécessaire pour récupérer le poids de forme, récupérer des capacités physiques. Puis, si le traitement a été efficace et bien toléré dans le schéma d'induction, on continue ce même schéma par la suite. Donc là, on parle de consolidation. Et on sait maintenant depuis plusieurs années, et il y a eu des recommandations rédigées par l'intergroupe francophone du myélome pour maintenir les traitements. Et donc, on parle après du traitement d'entretien. Le traitement d'entretien, c'est on allège le traitement, mais on maintient une activité antitumorale contre le myélome avec uniquement un comprimé au long cours. Et le choix du médicament le plus facilement acceptable sur une longue période, c'était celui du Revlimid à des doses qui sont plus faibles pour une durée théorique de 2 ans. Donc, voilà, le schéma pour les patients éligibles à l'autogreffe qui ont un myélome symptomatique, c'est une induction par du Velcade Revlimid dexamethasone, une autogreffe, de la consolidation avec du Velcade Revlimid dexamethasone, puis du Revlimid pendant 2 ans. Ça, c'est des schémas qui sont sur le papier. Après, voilà, on peut discuter cas par cas. Tout le monde, on peut adapter un peu en fonction de l'efficacité du traitement, en fonction des effets secondaires. Il n'y a pas une recette applicable à tout le monde, c'est chacun, mais c'est à peu près les grands cadres. Et d'année en année, on essaye d'améliorer ce schéma. Et pour améliorer ce schéma, on s'est posé la question de savoir si en ajoutant un 4e molécule, une autre classe médicamenteuse, qui est un anticorps monoclonal, pour le citer, le daratumumab. Est-ce que si on ajoute le daratumumab, en plus de ce schéma où on associe inhibiteur du protéasome, immunomodulateur et corticoïde chez les patients jeunes avec une autogreffe, est-ce qu'on améliore les résultats? Et donc, on a eu l'année dernière les résultats de l'étude qui s'est appelée Cassiopée, où c'était l'association du daratumumab en plus du Velcade. Limite, ce n'était pas le Revlimid, mais c'était la thalidomide. Et on a vu que ça améliorait en tout cas le taux la profondeur de la réponse. Les résultats ne sont pas encore suffisamment nombreux pour avoir des données au plus long cours, mais en tout cas, on sait que c'est faisable et que probablement ça va apporter un bénéfice. Et donc, il y a un autre essai où certains centres en France ont participé qui s'appelait l'essai Perseus, où on se posait la même question, mais là, le schéma de base, c'était le VRD, comme on fait actuellement, en plus du daratumumab. Donc ça, c'est un essai qui a été ouvert en Europe et en France dans cette année, et donc on aura les résultats prochainement. Donc vous voyez, d'année en année, on essaye de rédiger un standard de traitement et on essaye d'année en année de l'améliorer, comment on peut l'optimiser, comment on peut améliorer ces résultats. Pour ça, c'est pour les sujets qu'on appelle éligibles à l'autogreffe. Pour les autres, dans l'autre cadre, quand on pense qu'un patient a trop de comorbidité, il est trop âgé, on pense que c'est trop risqué de faire l'autogreffe. Et voilà, c'est des risques très importants, parfois des risques de passer en unité de soins intensifs, de réanimation. Donc, on ne veut pas prendre ce risque parce qu'on pense qu'on a aujourd'hui d'autres moyens de traiter. C'est pas des plus petits, enfin, c'est pas des petits moyens, c'est vrai, ça reste des vrais traitements, mais on pense que faire l'autogreffe en plus n'est pas un bénéfice au terme, en tout cas sur le traitement au long terme de la maladie. Et donc, si on estime que c'est pas faisable, on peut faire la même chose, le Velcade, le Revlimid et la dexamethasone sans passer par la case autogreffe, et on maintient ces traitements
pour une longue période. Au bout d'un moment, le Velcade avec la neuropathie, on peut le diminuer, voire l'arrêter. La cortisone avec les effets secondaires, on peut l'arrêter. On peut maintenir le Revlimid, ça c'est une solution. Et il y a d'autres schémas chez les patients encore plus âgés. On n'est pas obligé de faire 3 traitements, on peut faire que 2 traitements, uniquement le Revlimid et la dexaméthasone. Ou une autre possibilité, c'est de faire du Velcade avec du melphalan, mais qui n'est pas à forte dose comme dans l'autogreffe, qui est à petite dose par voie orale, avec des corticoïdes. Donc, chez les patients les plus âgés, on a d'autres, on se sert un peu des mêmes médicaments. On ne passe pas par la case, entre guillemets, de l'autogreffe et on essaye d'adapter les traitements mois après mois. Vous savez qu'à chaque fois, on réévalue, soit dans le cadre de la consultation, soit dans le cadre de l'hospitalisation ou de l'hôpital de jour, avec les résultats de la prise de sang, surtout de l'électrophorèse ou des chaînes légères, on voit la réponse. Et en discutant avec vous, avec le patient, on voit les effets secondaires et on essaye ensemble d'élaborer la meilleure stratégie pour la poursuite. Donc ça, c'est les schémas pour la prise en charge initiale. Et après, il y a l'autre cadre plus difficile qui est la rechute. Aujourd'hui, malheureusement, avec tous les progrès qu'on a pu faire ces 20 dernières années, qui sont vraiment des progrès spectaculaires, vraiment significatifs, les rechutes, ça reste une problématique d'aujourd'hui. On n'est pas encore capable, en tout cas on n'a pas été capable en 2019 de faire en sorte que cette maladie soit, qu'on puisse la guérir. On travaille dessus, on essaye de faire le maximum. Aujourd'hui, elle est toujours présente sous forme de rechute. Quand il y a la réapparition soit de signes cliniques qu'on a appelé tout à l'heure les signes crabes, anémie, enfin des troubles de l'anémie, du calcium, des maladies osseuses ou rénales, avec une augmentation de la protéine. On n'est pas toujours obligé de reprendre un traitement en urgence. C'est un peu la cinétique qui va nous dicter la suite. Mais s'il y a besoin de reprendre un traitement, dans ce cas-là, on regarde de nouveau les caractéristiques du patient. On regarde s'il y a eu des comorbidités ou est-ce qu'il y a eu d'autres antécédents nouveaux par rapport au traitement de première ligne. On regarde quels ont été les traitements donnés en première ligne. Est-ce qu'ils ont été efficaces? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires? On essaye de plus en plus avec une arsenal thérapeutique qui s'élargit d'année en année. On essaye de changer de classe de traitement pour donner une métaphore. On regarde un peu le spectre comme quand on traite une infection bactérienne. On n'a pas à disposition ce qu'on appelle l'antibiogramme. Si un patient a une infection urinaire, il fait un prélèvement urinaire, on l'envoie au laboratoire en bactériologie et on peut tester la sensibilité de la bactérie à toutes les classes d'antibiotiques. Dans le myélome, on n'a pas, en oncologie, on n'a pas ça, mais on essaye de faire la même chose. Et donc, on essaye de changer de classe thérapeutique pour mettre une pression antitumorale sous une nouvelle forme à la maladie pour de nouveau avoir une efficacité. Voilà, donc on regarde les caractéristiques au début, on regarde s'il y a eu des effets secondaires très particuliers à certaines classes pour éviter de les reprendre et pour d'éviter les effets secondaires, et on regarde les caractéristiques de la maladie. Est-ce que la cinétique d'augmentation de la protéine, est-ce qu'elle est très rapide? Est-ce qu'il y a des anomalies cytogénétiques? Et j'ai vu des questions sur la fiche. La fiche, en gros, c'est l'interprétation, c'est rechercher des anomalies particulières, génétiques, sur les plasmocytes. Et on sait aujourd'hui, depuis, c'est assez récent, mais on sait qu'il y a certaines anomalies des chromosomes qui rendent une sensibilité à certains médicaments. Et donc, de plus en plus, on est amené à refaire le myélogramme, en tout cas à réétudier le karyotype des plasmocytes pour voir s'il n'y a pas une sensibilité particulière de certaines anomalies à des médicaments. Et voilà. Et donc, dans la rechute, on discute et même au diagnostic, on discute du dossier lors d'une réunion qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, où tous les médecins du service sont présents, le médecin référent avec qui vous êtes en contact, en communication. Il peut y avoir des chirurgiens, des radiothérapeutes, des radiologues, des pharmaciens qui sont là à cette réunion, et tout le monde prend une même décision tous ensemble. Et à chaque fois, on essaye de prendre la meilleure décision pour un patient donné, pour une maladie donnée, pour des caractéristiques bien précises. Et donc, on ne peut pas appliquer à tout le monde les mêmes protocoles. Donc, voilà, j'ai fait
de manière assez succincte l'ensemble des traitements de première ligne. Et je vous propose peut-être de répondre à vos questions pour plus d'interaction. Mais encore une fois, en France, on a la chance d'avoir de nombreux essais thérapeutiques en cours. Et l'ensemble de ces essais nous permettent d'année en année de mieux comprendre, de mieux définir les traitements actuels. Alors, je voudrais proposer à Sophie de prendre le relais, à la fois à travers sa propre expérience, celle qui a été partagée au sein du MOOC, et bien sûr à travers les différentes questions que nous avons et qui sont nombreuses. Je tiens vraiment à vous remercier. Donc, Sophie, comment souhaites-tu aborder ces différentes questions qui viennent, ton expérience, le MOOC, par quoi souhaiterais-tu commencer? Alors, j'ai remarqué, on avait noté quelques questions sur le Revlimid. D'autres questions sont apparues dans le chat au cours des explications très complètes du docteur Talbot. Le Revlimid se donne maintenant souvent, quasi systématiquement. Pourquoi certains n'ont pas de traitement, ce traitement de maintien avec le Revlimid? Et on me pose aussi la question, le Revlimid favorise-t-il l'apparition d'autres cancers quand il est pris sur de longues durées? Très bien, donc, merci pour ces deux questions. La première question, c'est sur le traitement d'entretien à base de Revlimid. Et donc, il y a 3 grosses études au niveau international qui ont montré que de donner un traitement d'entretien au long cours permet de faire en sorte que la rechute, quand elle apparaît, si elle doit apparaître, elle apparaît plus tard que si on ne donne pas. C'est quelque chose qui semble assez pragmatique, c'est-à-dire que plus on maintient une activité antitumorale longtemps, plus les résultats sont bons. Et ça, c'est des données assez récentes. Et donc, des patients qui ont été traités avant les années 2016, 2017, voire début de l'année 2018, on n'avait pas ces résultats-là. Et donc, il y a vraiment une course-poursuite, une course contre la montre entre les avancées qu'on voit, donc les publications, la présentation puis la publication des grands résultats. Et après, bien sûr, il y a cette problématique de l'accès à tous ces médicaments, puisque moi, j'en ai pas du tout abordé la problématique, mais c'est des médicaments qui restent de la chimiothérapie, mais c'est quand même des traitements modernes d'immunomodulateurs ou d'inhibiteurs du protéasome qui ont un certain coût. Et donc, entre le temps d'avoir les résultats des études, de pouvoir l'appliquer, de faire des recommandations internationales, nationales. Après, il y a la problématique du remboursement, de l'accord de la pharmacie, de l'hôpital, du directeur de l'hôpital et des agences au sens argent. Cet accès en France, c'est fait de manière un peu au même moment, mais il y a peut-être certains centres qui n'ont pas eu cette possibilité exactement au même moment. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de données pour dire que il faut donner ce traitement d'entretien, sauf s'il y a eu une grosse toxicité au Revlimid. Il y a des patients qui ont une très mauvaise tolérance au niveau digestif ou des problèmes parfois hépatiques ou autres. Donc, s'il y a une raison médicale pour ne pas le donner, là, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. S'il y a eu une trop grosse toxicité au Revlimid, il ne faut pas le maintenir. D'accord. Et donc, au long cours, est-ce qu'il peut favoriser l'apparition d'autres pathologies, d'autres cancers? Donc, les premières études qui remontent au début des années 2010 sur le Revlimid, effectivement, les patients qui sont inclus dans ces protocoles, il y a un suivi très strict. Dès qu'il y a un événement particulier, dès qu'il y a un événement clinique, il est déclaré au protocole. Et sur les premières études, on a vu qu'il y avait un sur-risque de maladies cutanées, de lésions carcinomateuses au niveau cutané. Et en fait, avec un suivi maintenant de près de 10 ans, on voit que, encore une fois, le rapport bénéfice-risque, le bénéfice de traiter le myélome versus le risque d'avoir ces lésions secondaires
cancéreuses cutanées, le rapport va clairement dans le camp de traiter le myélome avec le Revlimid. Les lésions cutanées, quand elles doivent apparaître, ce sont souvent des lésions qui sont assez localisées et avec une chirurgie, on est capable de retirer entièrement ces lésions cutanées. Donc, oui, il y a un risque qui existe et donc, en fait, on doit appliquer les mêmes recommandations contre les rayons ultraviolets qu'on devrait tous avoir. C'est-à-dire que l'été, mettre un chapeau, mettre éventuellement des manches longues et mettre de la crème. Voilà, donc, il faut être un peu vigilant sur son état cutané et consulter un dermatologue s'il y a une lésion qui semble suspecte. D'accord. Nous avions aussi une question. Quelle est la différence entre le daratumumab et l'isatuximab? Alors, dans les avancées là, de ces dernières années, il y a cette nouvelle classe thérapeutique qui a été développée dans le myélome et qu'on peut maintenant appliquer quasiment à tous les patients, qui est celle d'anticorps monoclonal. C'est-à-dire qu'on est capable de créer, de designer, de fabriquer un anticorps, une sorte de petite protéine qui va se diriger spécifiquement contre une cellule particulière qui est capable de la reconnaître et de la détruire. Et il a fallu du temps, mais au final, on s'est aperçu que le plasmocyte, surtout quand il est malade, il exprime à sa surface fortement un certain récepteur, une certaine protéine, et l'anticorps monoclonal qu'on a fabriqué est capable de la reconnaître et de la tuer. Et donc ça, celui qui est le plus classiquement développé, c'est le daratumumab, et donc c'est un anticorps anti-CD38, puisque le CD38 est exprimé par le plasmocyte malade. Mais par la suite, il y a eu d'autres anticorps, d'autres immunoglobulines monoclonales fabriquées qui sont aussi contre le CD38, et donc ça, c'est l'isatuximab. Donc en fait, c'est la même classe thérapeutique qui reconnaissent la même cible à la surface du plasmocyte, mais elles ne reconnaissent pas exactement la même protéine à la surface. Donc c'est deux molécules un peu différentes dans la même classe. Et donc aujourd'hui, on essaye de tester l'un puis l'autre, voir si est-ce que si un patient a été exposé au daratumumab, est-ce que si derrière on propose un traitement avec l'isatuximab, ça permet de retrouver une efficacité avec une voie un peu différente. Et donc là, il y a des essais qui sont en cours là-dessus. D'accord, donc ça ne veut pas dire que si dans un premier temps le daratumumab ne marche pas très bien, on emploiera systématiquement l'autre Non, pour avoir une meilleure. non, je pense qu'on peut pas avoir cette vision-là. Parce que c'est quand même assez proche. On va le tester sous certaines formes, on est en train de le faire, mais voilà, on attend de voir les résultats. D'accord. On me demandait également si le protocole RCD en première ligne est toujours d'actualité. Alors, je crois que j'ai vu cette question. Donc moi, ce dont j'ai parlé, c'est dans la présentation, c'est ce qu'on peut faire en pratique courante clinique. Après, dans le cadre des essais thérapeutiques, quand on vous fait lire une note d'information et quand on vous fait lire tout ce document, et donc il y a beaucoup de protocoles qui sont disponibles. Et donc dans le RCD, j'imagine que c'est du Revlimid avec soit avec du carfilzomib et de la dexaméthasone. Et donc voilà, ça c'est des choses qui sont tout à fait envisageables dans le cadre de protocole, puisque en gros le carfilzomib, c'est un traitement qu'on appelle le deuxième génération d'inhibiteurs du protéasome. Le premier, c'est le Velcade, le deuxième, c'est le carfilzomib. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que faire le carfilzomib à la place du Velcade, est-ce que ça permet d'améliorer les choses? Donc, il y a des protocoles qui sont en cours pour se poser cette question. D'accord. Il y avait d'autres questions aussi qui tournaient autour du daratumumab. Par exemple, tous les hôpitaux ne proposent pas de l'administrer autrement que sous forme de perfusion, alors qu'on pourrait a priori l'avoir aussi en sous-cutané. Et la personne me demande, enfin,
pose même la question, est-ce que le daratumumab existe en comprimé? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une course contre la montre, c'est presque une course-poursuite entre à la fois l'innovation thérapeutique et, et ce qu'on peut faire en pratique courante. Donc le daratumumab, il a été développé sous format d'injection intraveineuse, avec ce schéma assez contraignant de une fois par semaine pendant 8 semaines, puis tous les 15 jours pendant 4 mois, puis après tous les mois. Et il y a quand même eu cette grande révolution technologique où, en gros, ce litre, souvent c'est 1 litre de perfusion de daratumumab, on a pu, la boîte pharmaceutique a réussi à trouver la formule pour le délivrer sous forme d'une injection sous-cutanée qui fait l'équivalent, je crois, de 10 millilitres. Donc ça, c'est une grande révolution technologique. Après, en France et dans le monde de la médecine, il y a quand même ce dogme essentiel où à chaque fois qu'un médicament est modifié, il faut toujours réévaluer, même si c'est la même molécule de base, comme c'est une voie d'administration différente, il faut toujours se reposer la question de l'efficacité. Et donc, il y a eu tous ces essais cliniques avec le daratumumab sous forme d'injection intraveineuse. Et donc, il a fallu refaire tous les essais cliniques avec la forme sous-cutanée pour vérifier que la forme sous-cutanée faisait aussi bien. Et donc, c'est sûr que dans les années futures, la forme sous-cutanée, elle sera accessible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est encore la voie intraveineuse qui est disponible de manière quotidienne, avec quand même des vitesses d'administration qui se sont accélérées du fait des habitudes un peu en hôpital de jour et aussi sous la pression de demande de patients. Et donc, dans certains centres, on arrive à passer ce traitement en 2 heures, voire parfois un peu moins. Et la forme sous-cutanée, on s'attend à ce que début des années 2020, elle soit accessible pour tout le monde. La forme par voie orale, je pense qu'elle ne sera pas une immunoglobine, une immunothérapie de ce type-là, c'est forcément par voie, sous forme d'injection. Donc, il n'y a pas de développement, à ma connaissance, de voie orale. Hélène nous pose la question là plusieurs fois, donc je vais vous la poser. On lui administre le daratumumab en monothérapie. Ouais. Qu'est-ce que vous... Donc la monothérapie, c'est-à-dire qu'on l'administre tout seul, sans autres médicaments. Et ça, c'est un peu c'est le même schéma de développement de tous les médicaments. Quand on a sur le marché une nouvelle cible thérapeutique, un nouveau médicament, on le teste toujours en monothérapie chez des patients qui ont une maladie qui a déjà été exposée à de nombreux médicaments, à de nombreuses rechutes, et on regarde si ce médicament n'est pas trop toxique et s'il est aussi efficace. Cette première étude, elle a permis de démontrer que le daratumumab, effectivement, était globalement très bien supporté en dehors de la première perfusion où il peut y avoir parfois des réactions, mais après, elle est très bien supportée. Et en plus, il y avait une certaine efficacité. Mais on a vu dans les études suivantes que l'association du daratumumab avec soit un immunomodulateur, soit un inhibiteur du protéasome, soit de la cortisone, soit des agents alkylants, quand on l'associe à d'autres molécules, et ben, l'efficacité, elle est renforcée. Souvent dans le myélome, il y a ce qu'on appelle une synergie, ou en tout cas, quand on met plusieurs médicaments ensemble, on augmente leur action et c'est plus efficace que la monothérapie. Donc, la monothérapie, en première ligne, non, ou même en cas de rechute, souvent, on l'associe avec d'autres molécules. D'accord. J'ai une question aussi d'une personne là sur le chat qui a vu son myélome multiple évoluer en leucémie et il demande si le traitement pour sa leucémie sera le même que pour son myélome multiple. Donc, c'est deux nosologies, en tout cas, c'est deux mots entre myélome et leucémie, mais ça reste le même spectre de la maladie, c'est juste des caractéristiques un petit peu différentes. Le myélome, on l'a dit, c'est défini par la présence dans la moelle osseuse de plus que 10% de plasmocytes sur le myélogramme. Et la leucémie, sa définition, en tout cas sa définition, c'est la présence d'éléments entre guillemets blancs dans le sang, et donc dans le myélome, on appelle ça une leucémie à plasmocytes, quand dans le sang périphérique, on a la présence de plasmocytes à certains chiffres. Et en fait, quand on a ça dans le sang, ça veut dire que dans la moelle osseuse, on a une infiltration importante.
je dis des chiffres au hasard, mais de 60, 70, 80%. Et tellement il y a de plasmocytes dans la moelle, ils sont libérés dans le sang. C'est ça une leucémie à plasmocytes. Et donc, ça donne un caractère un peu plus agressif de ce myélome. Et donc, il faut donner des traitements un peu plus agressifs. Et souvent, il y a une classe de médicaments qu'on appelle les anthracyclines, qui ont un but de casser le cycle de réplication, parce que c'est des maladies, la leucémie à plasmocytes, qui prolifèrent, c'est-à-dire qu'il y a un temps de doublement, en tout cas qui a une activité importante, et donc il faut donner un type de traitement qui permet d'être plus rapidement efficace. Donc effectivement, face à une leucémie à plasmocytes, on donne des traitements un peu plus agressifs. Et puis, je profite qu'on a une amie canadienne parmi nous ce soir pour poser la question. C'est une question qu'on s'est posée hier lors d'une réunion avec la F3M. Il paraît qu'aux USA, on fait les autogreffes après l'injection, on fait sa convalescence à la maison. Vous pensez que ça arrivera bientôt en France ? Donc, il y a des grands fantasmes, de l'étranger en général. Vous savez que la prise en charge en France et aux États-Unis n'est pas du tout la même. Il y a certains centres où en fait les patients reçoivent leur greffe. Après, on dit qu'ils sortent de l'hôpital, mais en fait, ils sortent de l'unité spécialisée pour aller dans des étages supérieurs, qui n'est pas le domicile, mais qui est une sorte d'hôtel, qui est souvent pris en charge par leur sécurité sociale. Voilà. Donc, ils sont pas à la maison, ils sont pas dans la structure hospitalière, ils sont dans d'autres étages, mais qui n'ont pas un niveau de suivi aussi important. Voilà. La greffe au domicile, il y a quelques centres qui ont essayé. Dans le contexte actuel de l'hôpital, où on nous demande qu'il y ait une occupation des lits particulière, en fait, si au domicile, le patient a de la fièvre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite qu'il y ait une infirmière qui puisse venir, commencer les antibiotiques. Et voilà, ces allers-retours à l'hôpital sont assez compliqués. Et voilà, le fait de rester à l'hôpital, ça permet d'administrer le plus rapidement possible les antibiotiques. Et c'est vraiment absolument fondamental quand on a une infection bactérienne sans globules blancs. Donc, je comprends qu'on est mieux à la maison qu'à l'hôpital, mais dans le cas de la greffe, à moins de créer une structure très particulière, un peu à l'américaine, avec un hôtel totalement dédié à ça, pour le moment, il faut maintenir encore ces 3-4 semaines à l'hôpital. Notre maître du temps, est-ce que je peux encore poser une question ? Alors, je vais prendre la liberté de la poser puisqu'elle est revenue à plusieurs reprises. Elle concerne, c'est peut-être l'amylose peut-être. Voilà, donc là, je me suis focalisé sur le traitement du myélome. Je vous ai dit aussi que dans le service où je travaillais, on s'occupait de patients qui avaient une immunoglobine monoclonale, qui n'avaient pas les signes CRAB dont on a parlé tout à l'heure, qu'on voit dans le myélome, l'anémie, les atteintes osseuses, mais ils peuvent avoir des symptômes autres liés à des manifestations qu'on appelle des dépôts. Les protéines, l'immunoglobine, elle est capable de se déposer dans certains organes, surtout le cœur, les reins, les nerfs. Et en fait, on a pu démontrer que c'était la même cellule, c'était le plasmocyte aussi qui produisait ces immunoglobulines. Et en fait, on se sert des mêmes médicaments que dans le myélome, adaptés pour l'amylose, avec des petites adaptations, mais l'amylose bénéficie des avancées du myélome pour son traitement. Merci beaucoup. Oui, d'autres questions. Nous avons encore 7 ou 8 minutes que nous allons employer du mieux possible, Sophie. Donc, à toi. Existe-t-il un anticoagulant oral pour les personnes qui se font des injections en sous-cutané à très très long terme ? Oui, j'ai abordé très rapidement cet aspect, mais effectivement, pour fluidifier le sang, on a plusieurs moyens. Il y a des anticoagulants. Le plus classique connu, c'est l'aspégique ou le cardégique. Mais ça protège contre certaines manifestations, surtout artérielles et pas très bien veineuses. Et pour protéger de la thrombose, à disposition, on a ce qu'on appelle des anticoagulants sous forme d'antivitamine K.
Le plus connu peut-être c'est la Préviscan, la Coumadine. Et l'autre solution, c'était des injections d'héparine par voie sous-cutanée, souvent répétées dans la journée. Donc ça, c'est quand même assez contraignant. Et donc, on a des nouveaux agents qu'on appelle des anticoagulants oraux directs, où là, c'est des comprimés qu'on donne. Et encore une fois, les études qui ont été faites, d'abord, elles ont été faites chez des patients qui n'avaient pas de maladie néoplasique, une maladie cancéreuse, pour éviter les interactions avec la chimiothérapie. Et actuellement, on a quelques essais qui ont montré qu'avec des maladies cancéreuses et notamment hématologiques, probablement qu'on pourra donner ces traitements par voie orale. Et donc ça, je pense qu'il faut... on n'a pas encore les autorisations officielles de le faire. Il y a quelques études qui le montrent où globalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque majeur. Il faut faire un peu attention aux interactions avec les médicaments, notamment des risques d'interaction. Et il n'y a pas eu de saignement très grave apparu avec ces... Donc, dans le futur, on devrait pouvoir se séparer des injections sous la peau. Je peux vous encourager à négocier avec votre hématologue pour essayer de passer à ce traitement, parce que quand même, ça soulage de ne plus avoir ces injections sous la peau 2 fois par jour. Docteur Talbot, la différence entre réponse complète et réponse stringente? Oui, avec tous ces nouveaux traitements, je vous ai dit, on a amélioré la prise en charge, on a permis d'obtenir des réponses plus longues. Et en fait, ça a été corrélé avec une profondeur de la réponse qui a été augmentée. La profondeur de la réponse, c'est on regarde le taux de la protéine ou des chaînes légères au départ, sur l'électrophorèse ou sur le dosage des chaînes légères. Et mois après mois, cure après cure, on regarde de combien la protéine a diminué. Ça, c'est assez simple. Et donc, si la protéine, elle baisse de plus de 50%, on dit que la réponse, elle est partielle. Si la protéine, elle baisse de plus de 90%, on dit qu'il y a une très bonne réponse partielle. Et si la protéine, elle est à 0, on dit que c'est une réponse complète. Quand la protéine, elle est à 0 sur l'électrophorèse, il faut le confirmer en faisant une immunofixation. C'est un dosage supplémentaire pour voir si on ne voit pas du tout de traces de présence de cette immunoglobine dans le sang. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une réponse complète. Et stringent, c'est quand on mesure en plus du pic, enfin sur l'électrophorèse, quand en plus on mesure les chaînes légères. Et si les chaînes légères, elles sont normales, on dit que c'est une réponse complète stringente. Aujourd'hui, on est capable de faire encore mieux, puisque même quand on a une réponse complète stringente, il peut rester des cellules malades dans la moelle osseuse. Et donc en faisant 1 mg, en aspirant beaucoup de cellules, parfois jusqu'à 10 millions de cellules, on est capable de détecter si au sein de ces 10 millions de cellules, il ne resterait pas un plasmocyte malade. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Et en fait, plus la réponse elle est profonde, c'est-à-dire que plus la protéine elle est basse, ou moins on est capable de la détecter, plus la réponse va être prolongée. Donc c'est l'objectif principal qu'on se fixe, que la protéine soit le plus basse possible, idéalement qu'il n'y ait plus de pic détectable, qu'il n'y ait plus de chaîne légère, et que dans la moelle, on ne détecte plus la maladie. D'accord. Et puis, on nous posait aussi la question qui est un peu une question pour le futur avec la télémédecine. Est-ce que vous pensez que des malades atteints de maladies graves, telles que le myélome multiple, pourront se faire suivre en télémédecine? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre intelligence artificielle, télémédecine et prise en charge de soins quotidiens. Mais quand même, voilà, pour des médecins généralistes, je rappelle que souvent, un médecin généraliste voit dans sa carrière 1 ou 2 patients atteints d'un myélome, et donc on ne peut pas leur demander d'être spécialisés dans la prise en charge quotidienne face à cette maladie si compliquée, avec les traitements qui vont à un rythme très important, et voilà, ça demande vraiment un avis spécialisé. Je pense que ces webconférences, c'est pas de la télémédecine, mais ça permet de discuter un peu à distance depuis son domicile. Je pense que l'avis d'un expert dans un centre référent est indispensable. Est-ce que ça se fera d'ici quelques années?
sous forme de télémédecine, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nécessite quand même d'interpréter les résultats d'un examen clinique qui est quand même assez important. Donc, je ne suis pas totalement opposé à la médecine à distance, mais pour des décisions aussi importantes, je pense que c'est important de discuter face à face, entre guillemets, les yeux dans les yeux, pour avoir ce genre de discours, plutôt que via la télémédecine. Voilà, nous avons donc posé la plupart des questions. Le temps nous manque un petit peu. J'espère que les personnes à qui on n'a pas relayé la question en particulier ne sont pas trop frustrées. Mais en tout cas, vous avez répondu à la plupart d'entre elles et je vous en remercie beaucoup. Je tiens également à vous remercier vraiment très chaleureusement parce que voilà, c'est le petit matin, c'est le petit matin à San Francisco. Je ne sais pas quelle heure il est à Montréal. Je sais qu'il est bientôt 19 heures dans les Vosges, en Vendée ou ailleurs. Je vois les messages de remerciements qui affluent. Et c'est vraiment très, très satisfaisant pour chacune des personnes qui sont là ce soir et également qui peuvent retrouver toutes les informations, les replays sur le MOOC. Le MOOC ayant, si je puis dire, un temps long, c'est aussi un moment d'échange. Les tuteurs se relayent de manière vraiment extrêmement à la fois consciencieuse et puis également avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir et vraiment je tiens à les remercier, Sophie, à remercier Hélène, à remercier tout le monde, Patricia, Pierre, etc. N'hésitez pas à leur poser des questions. S'ils ne peuvent pas y répondre, ils transmettront. S'ils peuvent y répondre, ils vous guideront. Les remerciements continuent. Je crois qu'on pourrait passer une longue soirée ensemble. Merci à tous, Alexis, Sophie, et à chacun d'entre vous qui étiez avec nous ce soir. Et à bientôt pour la prochaine webconférence le 11 décembre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Bonne soirée et bonne journée à nos amis canadiens et à vous, Alexis. Merci à tous, bonne soirée. Bonsoir tout le monde.